Cette histoire chinoise suit le jeune Gao Jin, qui intègre l'université de ses rêves, mais se sent un peu perdu. Il apprend qu'il est arrivé un jour trop tôt et le concierge lui dit que les dortoirs ne sont pas disponibles. Il n'a pas d'autre choix que d'aller jusqu'au village pour chercher un hôtel. Cependant, malgré tout ce commerce, il ne voit pas d'endroit vraiment fiable. De plus, il ressent une aura étrange, mais il continue quand même à avancer dans ces ruelles où une silhouette mystérieuse le met fortement en alerte. Cependant, il s'agit simplement de ce vieil homme mystérieux qui essaie de lui vendre l'une de ses chambres de luxe. Le protagoniste ressent une force étrange dès qu'il pose le pied dans l'endroit. Le vieil homme insiste pour qu'il reste, et alors qu'il tente de partir avec sa valise, il lui offre même 30% de réduction. Dans cette grande suite, qui est censée être impeccable, il est clair qu'elle tombe en ruine avec ses oreillers tachés de sexe. Comme il est nouveau à l'Académie des Arts, il lui montre aussi la vue incroyable sur l'université. Donc, le protagoniste y réfléchit à nouveau et finit par accepter, mais seulement s'il enlève ce tableau macabre du mur. Le type lui répond que ce n'est pas possible. C'était la dernière volonté de son père avant de mourir, ne jamais l'enlever de sa place. Cependant, voyant que le protagoniste ne va pas le payer, il va même jusqu'à brûler le tableau, laissant un trou à travers lequel, de l'autre côté, il voit la femme la plus sensuelle en train de se baigner. Le vieux, en plus, reste à la regarder. Cela lui paraît étrange parce que cette fille est à un étage au-dessus. Cependant, le mieux est de vérifier avec elle qu'elle est effectivement à l'étage supérieur. L'endroit est un peu en désordre et c'est justement cette fille qui paraît très mystérieuse. Le gars garde la chambre de nuit, donc pour l'instant, il cherche juste à manger. Il y a beaucoup d'endroits, mais le responsable lui dit qu'il vaut mieux revenir avant minuit, parce qu'il se couche tôt. Mais y a-t-il autre chose? En fait, après avoir trop mangé, exploré la région et vu quelques filles, il retourne à l'hôtel où tout est mystérieusement éteint. Et c'est là qu'il voit plein d'insectes et une présence étrange. Le vieil homme lui ouvre la porte, tout semble redevenir normal, mais un autre locataire tombe somnambule par la fenêtre. Le protagoniste le suit pour veiller sur lui jusqu'à un lac où la lune est rouge carmin. Et le type mystérieux réapparaît, mais cette fois pour protéger le protagoniste de ce mille-pattes géant. Il montre des compétences impressionnantes et une magie puissante. Bien que la bête soit immense, il l'achève directement dans l'œil avec une seule patte. L'explosion est gigantesque et tout se calme pendant qu'on voit ce type albinos qui ressent maintenant la présence de l'élu de Taisui. Le nom d'un mal absolu qui attend depuis 300 ans de tout dévorer à nouveau. Ici, le protagoniste se relève comme si tout n'avait été qu'un rêve, mais les informations ne lui donnent pas raison. Avec ce cratère qu'ils ont laissé, il va à son école, mais les dortoirs ne sont pas encore ouverts. Durant cette période, le somnambule Wasai ne se souvient de rien, mais ressent toujours l'énergie étrange de l'hôtel. Le vieil homme demande l'identification du jeune, acquiesçant pour qu'elle soit acceptée. Pendant ce temps, un homme d'affaires qui veut acheter l'hôtel prévoit de le laisser sans client afin que le propriétaire soit obligé de le vendre. Car il ne s'agit pas seulement de 5 étages visibles, mais de 18 sous terre. Le problème, c'est la mauvaise qualité des gens qu'il a engagés. Alors que tout se repose et que le protagoniste savoure ses conquêtes dans la chambre de luxe, une fille surgit, le frappe et exige l'annulation de sa réservation. Il subit aussi une attaque, mais montre des compétences remarquables. Qu'attendait-on? Wasei l'a dans le sang, le protagoniste est puni. Il finit dans la chambre de Lalinda, où elle s'avère aussi être une combattante au corps à corps impressionnante. Alors que le vieux réalise qu'il n'affronte sans doute pas un humain, un vivant perd ses anneaux, ouvrant l'accès aux étages souterrains. C'est pourquoi, en voyant que ses assistants ont été vaincus si facilement, il en élimine lui-même un de manière brutale. Il réalise que le trésor qu'il cherche est devant lui, dégageant une forte aura, et il blesse alors la fille. Pendant que le protagoniste brille d'impuissance, il voit son corps dégager encore plus d'énergie, ce qu'il ne comprend pas. Alors il s'échappe sur le toit, où il se rend compte qu'il est bien plus résistant. Même ses blessures guérissent seules, mais cela ne l'empêche pas de se faire voler son énergie. Cependant, avant de mourir, l'ancêtre mystérieux réapparaît, et cette fois, il lui suffit d'un seul coup pour que le vieil homme comprenne de qui il s'agit. Il ne lui reste qu'à s'agenouiller et demander pardon au héros qui, il y a 300 ans, a arrêté Sui. Cette malveillance de couleur rouge. Ici, il regrette le malentendu avec le protagoniste, alors il le laisse partir. Mais pour Gao, il était évident qu'il agissait avec l'intention de lui enlever ce pouvoir étrange. Ici, il ne peut pas cacher qu'il a besoin de l'âme de l'enfant pour survivre, car son corps le dévore. En attaquant encore, le gardien comprend qu'il ne mérite plus de seconde chance et lui arrache tout le crâne. Alors que son corps disparaît et qu'il ne reste que l'objet au sol, le protagoniste ignore pourquoi il est protégé. Mais ils n'ont pas le temps. L'homme revient après avoir remis sa tête sur le corps de son camarade, avec qui il a terminé de manière macabre. Et maintenant, convaincu que le pouvoir du gardien n'est plus le même,
Le combat au corps à corps commence ainsi. Mais le fait de devoir protéger le protagoniste complique les choses, alors il utilise des pieux créés avec la même malédiction que son corps. Heureusement, le gardien n'utilisait qu'une partie de son pouvoir et, aidé de ses fils, il le plaque au sol pour tenter de l'effacer. Mais le rival ne veut pas être tué avant d'avoir pu se venger de ceux qui ont tué sa famille. Justement avec l'aiguille, le même objet démoniaque qui le maintient en vie, nous montrant comment il y a de nombreuses années. Il était presque mort, et sa mère et sa sœur désespérées ont trouvé l'aiguille de Taizui, un objet qui, planté dans la poitrine, le ramènerait à la vie après 2 nuits. Pourtant, même si le type renaît comme prévu, tous ses proches sont morts douloureusement. Il entre dans un cycle de haine et erre dans le monde jusqu'à trouver les coupables. Mais il n'a trouvé qu'un albinos lui promettant le pouvoir de se venger. Nous y sommes, son âme totalement corrompue. Il lui arrache donc à nouveau sa vitalité. Il semble que tout se calme, les locataires parviennent à se sauver, mais le vieil homme réapparaît, les prenant par surprise, et c'est là que le protagoniste décide de se sacrifier. Il finit tellement blessé que, de rage, le gardien puise plus dans son pouvoir afin de détruire totalement l'aiguille qui le maintenait en vie. Malgré tout, il appelle son patron, qui lui dit simplement qu'il pourrait le sauver, mais qu'il ne mérite plus d'aiguille, révélant que la mort de sa famille et que son destin soit aussi déprimant. Tout cela était-il à cause de son patron? Le protagoniste surmonte une épreuve et revient régénéré, découvrant qu'il a été choisi par Taisui comme réceptacle. C'est pourquoi il se régénère très vite. Mais ce n'est rien d'autre qu'une malédiction, car le gardien Jinting devra désormais s'occuper de le surveiller, puisque sa vie est maintenant liée au démon. Même avec un corps invincible et de nouveaux changements, l'hôtel reste le lieu qui contient sa malveillance. S'il s'en éloigne trop, son corps retrouvera son état d'avant la régénération. Il n'y croit pas et le vérifie douloureusement sur lui-même, tentant de toutes les façons possibles. Cela finit par le frustrer car il a toujours voulu aller à l'école ou même simplement rendre visite à son peuple. Il refuse d'accepter et ouvre de nouveau la porte. En s'éloignant, il endure une grande douleur physique. Il ne veut pas arriver en retard en classe. Ici, Jinting parvient à le comprendre et apparaît devant lui avec un talisman qui ramène son corps à la normale pendant un certain temps. Le gars le remercie pour sa gentillesse, car ici le protagoniste, effrayé, cherche le premier train pour quitter cette ville. Il ne cherche pas le pouvoir ni rien d'autre. En s'éloignant ainsi, il devient vulnérable à l'albinos qui commence à altérer son corps. Les fils de Taisui surgissent, cherchant une proie pour le protagoniste. Il ne sait pas comment gérer cette force qui devient de plus en plus intense. Il se retrouve alors dans une salle de bain où les fils traînent partout. Et il ne veut pas qu'un innocent meure à cause de lui, mais l'albinos lui donne le coup de pouce pour que cela arrive. Le protagoniste perd le contrôle et c'est là que Jinting apparaît pour combattre l'énergie, laissant le jeune homme complètement épuisé et l'emmenant rapidement sur place. Il ne comprend pas pourquoi il veut fuir si son corps va pourrir. C'est alors que l'albinos les a retrouvés. Alors, mis en pause, il leur tend un autre piège, tandis que Jinting lui avertit que les talismans ne durent que 3 heures. Seul, Gabo découvre plusieurs tableaux montrant le gardien maudit par les gens pour de terribles crimes. Près d'une carte, la curiosité pousse le protagoniste à sortir la nuit avec le discret Waisai. Ils atteignent une arche de la ville et cherchent des indices. Et avec un peu de malice, ils finissent par activer un mécanisme qui les conduit à l'intérieur de cette grotte. Parmi des statues, des feux de camp étranges et davantage de malédictions visant Jinting, le type paraît avoir commis de terribles actes. Mais ils doivent avancer malgré les mécanismes omniprésents et la sensation que quelqu'un allume les torches. Il s'avère que c'est le cousin fou du responsable de l'hôtel et qu'il est poursuivi par des soldats fantômes. Waisai a l'avantage car il a presque le niveau d'un athlète olympique et le vieux sait que seul celui qui traîne souffrira. Pourtant, ils restent trop nombreux. Et c'est dans cette pièce qu'il les sauve avec un piège. En plus de l'emmener à un hôtel qui appartenait à la famille de Jinting, lequel est accusé d'avoir mis fin à la vie de son père, de ses frères et de nombreux villageois. Tout ça juste pour rester chef. Le protagoniste ne croit pas que son sauveur agisse ainsi. Mais l'archéologue lui révèle que son but était toujours de prendre le pouvoir de Taisui. Le gardien arrive et grâce à son pouvoir, active les statues colossales à l'entrée. Elles veulent l'éliminer alors qu'il les appelle ses frères avec qui, selon la légende, il a tout terminé. Mais rien qu'en voyant comment il essaie de ne pas faire souffrir ses soldats géants. On sait aussi qu'il se souvient de ce qu'ils ont vécu enfant. C'est pourquoi ses mouvements sont bien plus maladroits que d'habitude. Il doit vite retrouver le protagoniste et n'a d'autre choix que d'affronter ses frères, tandis que le protagoniste cherche encore une explication logique. Le professeur a découvert que Taisui est apparu il y a des siècles avec une météorite, utilisée ensuite pour l'enfermer. Quand est apparu celui qu'on appelait
qui a réussi à manipuler et contenir les fils de la mort. On associerait cela au Jintin qu'il connaît, mais le professeur doute qu'il soit la même personne. Le fait est qu'il essaie d'avancer sans avoir à les blesser. Mais il sait que c'est impossible car ce sont des créatures trop grandes. Alors il décide d'utiliser ses liens. Une capacité avec laquelle il parvient à soumettre les soldats, les plaquant au sol avec une force qui les fait s'écraser et rester brisés. Pendant ce temps, les autres finissent par tomber sur un tas de cadavres de femmes que l'on pensait également être des sacrifices utilisés par Jintin pour nourrir Taisui. Alors le professeur les convainc qu'elles sont mortes, mais ils ont une grande frayeur lorsqu'ils se retournent et que toutes les femmes les regardent. En fait, il y a 300 ans, quelqu'un s'est effectivement infiltré et les a utilisées comme nourriture pour Tiansu. Mais c'est justement le gardien qui s'est chargé de protéger l'endroit, pour que la malveillance dont ils ont rempli leur ventre ne fasse pas de mal. Maintenant, ils doivent à nouveau s'en charger. Pendant que les protagonistes fuirent pour survivre, le brun disparaît soudainement tandis que le professeur utilise son arme secrète remplie de feux d'artifice. Malgré cela, ils se retrouvent devant un couloir de 8 portes, une seule menant à la vie. Ils en choisissent une et se retrouvent acculés. Mais la falaise possède son propre pont qui les mène directement au sanctuaire même de Taisui. Ce que le professeur ne sait pas, c'est qu'il a justement amené ici la personne la moins appropriée. Dans ce désir de malveillance, quand le protagoniste perd le contrôle, les portes s'ouvrent vers une renaissance. Désormais, Jintin ne se précipite plus et détruit tout sur son passage, car le réceptacle de Taisui est prêt à prolonger sa vie et à semer le chaos. Un troisième œil apparaît jusqu'à ce que Jintin arrive pour lui couper le bras. Le problème, c'est qu'il est déjà trop tard. Son corps se remplit du pouvoir redouté par l'humanité, et l'albinos ne pourrait pas être plus heureux, car son plan a abouti. Les choses se termineraient ainsi pendant que l'énergie parcourt le corps de Gao, désormais Taisui, qui veut se venger du gardien, considéré comme son plus grand ennemi pour l'avoir enfermé. C'est ici qu'un combat d'une force épique commence, tandis que des tentacules faits de ses fils commencent à jaillir de Gao. Mais son pouvoir ne se stabilisera pas tant que le démon n'aura pas complètement pris son cœur. L'ancêtre sort alors son arme spirituelle classique, qui tranche aisément les tentacules. Pourtant, il restera impuissant face à un tel pouvoir. Donc pour l'instant, il ne peut que transpercer son cœur et contenir le pouvoir, car s'il le laisse s'échapper, il n'y aura aucun moyen d'être pardonné. Le professeur, comprenant désormais les actes de l'ancêtre, est-il prêt à révéler la vérité face à un tel malentendu? Mais Jintin non plus ne se sent pas vraiment comme un héros. Eh bien voilà, le protagoniste, après un rêve étrange, se réveille alors que ses cousins tentent de lui faire croire que la nuit dernière n'était qu'une hallucination. Pour le protagoniste, c'était réel. Sa prudence était donc justifiée. Tandis que le gardien récupère, tous à l'hôtel organisent un barbecue pour remonter le moral. Tout cela sous l'observation du gardien et aussi de l'albinos, qui de loin informe au chef qu'un Taisui ne peut pas contrôler l'esprit et l'âme du jeune homme. Mais rien qu'à sa voix, on voit que ce chef est dans un état déplorable. Il dit à l'albinos de trouver rapidement un moyen de les fusionner, car s'il est dans cet état, c'est parce qu'il a laissé le gardien trop s'immiscer, qui en ce moment lance une menace directe à l'albinos. Ensuite, il passe un moment avec les locataires et remarque la gentillesse du protagoniste, mais aussi cette part maléfique qu'il porte en lui et qui a également affecté sa propre famille. C'est pourquoi il ne peut pas le laisser sortir dans la rue, car s'il perd le contrôle, il devra le tuer. En fait, il n'a même plus besoin de talisman, car maintenant Taisui est uni à lui. Le protagoniste comprend, mais rêve de son grand-père, qui voulait le voir étudier dans une bonne université. Le protagoniste a le sentiment d'accomplir le souhait de son grand-père décédé depuis longtemps. Sa réalité s'achève sans qu'il sache quoi faire. Le lendemain, il lui redemande d'aller à l'école, bien qu'il sache qu'il sera refusé. Mais le type accepte en ressentant la frustration pendant qu'il dormait. Bien sûr, il devra l'accompagner partout où il ira. Alors ils finissent dans la zone commerciale à acheter des fournitures pour l'université. Profitant de l'attention portée aux gardiens, ils croisent la senpai qui, voyant leur manque de bons matériaux, les conduit dans un centre commercial bien fourni. Mais il y a aussi des légendes sur une malédiction qui fait que les gens se perdent dans cet endroit et finissent sur le toit. Prêt à sauter, le protagoniste veut impressionner la fille par son courage. Cependant, alors qu'il essaie de flirter, il est justement conduit vers l'un des bords du centre. Dans une réalité alternative, l'endroit semble lugubre et hanté, tandis que Jintin vit une autre réalité. Avec la fille, ils doivent combattre ces bêtes loin d'être faibles en affrontement direct. Blessés, mieux vaut les laisser se battre avec leurs propres armes. Ça fonctionne, mais ils finissent par renaître
et les choses se compliquent encore plus, tandis que les blessures causées par les fils ne peuvent pas guérir. Le protagoniste sent qu'ils sont ailleurs et désespère de ne pouvoir les aider. L'œil de Taizui se manifeste, il distingue peu à peu leur silhouette en bataille. Mais surtout que ces bêtes sont nourries depuis les pièces du dessous. Il descend alors vite vers ce qui paraît être un autre sanctuaire. C'est juste un autre piège de l'albinos avec une marionnette se faisant passer pour un allié. Quelqu'un qui ne veut que la renaissance de Taizui et qui, contrairement au gardien, ne cherche pas à le tuer à la moindre erreur. En fait, une fois fusionné, il pourra faire tout ce qu'il veut, sans aucune limite. C'est ainsi que les fils de la mort commencent à se rapprocher de son cœur. Pendant ce temps, au-dessus, la bataille est bien plus intense, et la résistance de Jinting n'est pas infinie. La fille tente de l'aider, mais le protagoniste résiste malgré la chance d'obtenir un corps parfait. Mais il a vu que ce pouvoir peut aussi être une malédiction. Il ne va pas cesser de faire confiance au gardien, ce qui fait que soudainement Taizui retourne dans son corps. L'adversaire admet qu'il est résistant, mais maintenant il va le forcer. Cela les amène à heurter les torches de l'endroit et clairement, le protagoniste a une idée de comment les utiliser, avec toutes ces aiguilles qui fleurissent partout. Alors que Jinting utilise toutes ses compétences et son énergie, c'est la compétence du protagoniste qui coupe les fils de la renaissance. Et c'est ici que le gardien doit laisser tomber la dernière pluie acide qui extermine les créatures. Le protagoniste reste vulnérable, l'énergie va consumer son cœur. C'est alors que Jinting intervient pour le mettre en sécurité et assurer la protection. L'albinos ne semble avoir aucun rival, surtout dans ces conditions, mais le combat reprend. Ce type est bien plus rapide. Cependant, il est trop confiant, ignorant que le gardien voit tout et trouve l'origine des fils de la marionnette. Alors, le prenant par surprise, il l'attaque par surprise, mais malgré sa défaite, il ne voit là qu'un jeu intéressant. Nous avons cette fille, descendante directe de l'ancien peuple de Nantian. Elle a aussi eu tort de compter sur sa lignée et ses yeux dorés pour aider Tianshui. En élevant des aiguilles en source de catastrophe, elle est devenue une esclave exploitée quand elle a regretté. Voilà pourquoi elle souhaite désormais suivre nos protagonistes. Sa clairvoyance peut d'ailleurs être utile. Le problème, c'est que, même si c'est une fille assez gentille et plutôt drôle, elle dit au gardien que le mieux serait qu'il accomplisse sa tâche le plus rapidement possible. C'est-à-dire éliminer Tianshui. Cela le pousse à rechercher l'origine de son pouvoir, le grand chaman, à qui il demande une autre manière de sceller le Tianshui. Mais il lui fait bien comprendre qu'ils ont toujours été des forces ennemies. Pour que l'un des deux puisse gagner, l'autre doit mourir. Il reste pensif, tandis que le prota ne s'inquiète que parce qu'il a maintenant une nouvelle préoccupation et que le jour où il entrera enfin à l'école arrive. Mais les choses se compliquent là pour lui lorsqu'un crapaud géant apparaît pour le faire tomber. Au début, il semblait être un boss final, un ennemi à vaincre. Mais il s'agit de ce vieil homme dont l'âme est perdue, car avant de mourir, il est devenu aveugle et ne peut pas trouver la paix. Tant qu'il n'aura pas vu sa femme, il ne lui reste plus beaucoup de temps avec son âme. Le protagoniste, pris de pitié, choisit de l'aider, mais localiser l'endroit uniquement grâce à un type d'arbre reste difficile. Il passe tout l'après-midi à faire ça. C'est en voyant l'expression du vieil homme, qui ne peut pas voir sa femme et sa résignation à la laisser partir, que Gao trouve la motivation finale et continue à chercher. Heureusement, il trouve ici une maison abandonnée avec l'arbre recherché, mais aucun signe de vie à l'intérieur. Alors, après avoir enquêté, il décide de lui dire que sa femme est déjà décédée, mais au moins ils l'emmèneront jusqu'à sa tombe pour qu'il puisse lui dire au revoir. Ici, les larmes révèlent son âme. Et même si leur relation faite de disputes était ce dont le vieil homme avait besoin, le protagoniste n'a pas pu aller à l'école. Mais leur action est bien plus importante. Le gardien réalise trop tard que ce n'était qu'un rêve mêlé de réalité, où leur conscience était liée. C'est le chaos, parce qu'ils sont dans leur lit. Mais Taizui a emmené le protagoniste dans un cimetière, avec une énergie si mauvaise qu'il ne peut pas empêcher les fils de pénétrer dans son cœur. Taizui est libéré, cette fois avec un meilleur contrôle sur ses tentacules, car ici le gardien a sur ses épaules l'obligation de mettre fin à Gao. Évidemment, cela complique encore plus le combat contre une créature aussi puissante. Leurs armes s'entrechoquent, le démon refuse de s'arrêter. Heureusement, il réussit encore à le clouer au sol et transpercer son cœur, le ramenant presque à la normale. Les choses commencent à se compliquer, et le blond ne va pas s'arrêter, car il a 2 cercueils prêts pour une nouvelle attaque. Pendant ce temps, le prota est une fois de plus alité, tout semblant apparemment normal. Les fils de la mort lui obéissent désormais, ce qui paraît génial. Taizui a avancé physiquement, il doit juste maîtriser son âme et son esprit pour tout perdre. Malgré tout, ils essaient de continuer normalement car de toute façon, le prota est en train de rater les choses de sa vie. Comme la cérémonie d'entrée où il arrive en retard. Pourtant, Jinting tient à ce qu'il visite tous les lieux
pendant qu'ils se souviennent comment ils en sont arrivés là et ne s'attendaient pas à cette fin. Ils voulaient une histoire d'amour, rejoindre un club, mais pas tout cela. Pendant ce temps, ils voient 2 cercueils tomber du ciel dans le centre-ville. À leur arrivée, ils rencontrent un soldat imposant, apparemment une vieille connaissance de Jingting, et ils peinent à bloquer sa hache. La fille s'en mêle, comme le protagoniste qui tente de maîtriser les tentacules sans y arriver. Il sait pourtant que son camarade esquive sans vouloir l'attaquer. Il ne comprend pas de qui il s'agit, car ici Taizui lui dit que lui-même, avec son pouvoir, peut voir dans les souvenirs, dans l'armure. C'est ainsi que les fils nous montrent que cette armure appartient au père de Jingting, chef militaire respecté, envoyé il y a des années sur ordre pour trouver l'élixir guérissant l'empereur. En voyageant, il réalise qu'il traverse une zone très étrange. Le porte-parole veut malgré tout suivre l'ordre de l'Empire jusqu'à atteindre une fosse commune à l'aura lugubre. Il cherche ce lieu où une autre ligne de guerriers les prend en embuscade. Mais là, le chef et les plus forts parviennent à s'échapper. Mais des centaines de soldats sont morts, car en réalité c'était un plan pour que l'Empire mette la main sur Tianzui. Pour couronner le tout, ils ont eux-mêmes mis fin à la vie de leurs guerriers pour nourrir la créature. Il ne leur manque plus qu'un petit garçon de 5 ans qui n'est autre que Jingting, que sa mère à l'époque a essayé de protéger et a fini par être sacrifié. Pendant que nous regardons, il commence à émerger, la naissance du mal approche. Le père sauve heureusement le petit. Bien qu'il sachant qu'il est l'élu pour affronter Taizui, le chef le voit comme son fils. Il ne pense pas à l'envoyer régler les choses, surtout à un âge si jeune. Il décide donc de se rendre au port des Enfers où il rencontre le grand chaman. Ce dernier reconnaît son courage, même s'il n'a pas été choisi comme son fils, mais simplement parce qu'il veut sauver sa famille. Il lui enseignera donc la compétence qu'il recherche, mais son corps en paiera le prix en mourant dans l'agonie, tandis que son âme errera sans repos. Cela ne lui importe pas. Il accepte, met son fils en sécurité et élimine le mal du lieu pour poursuivre sa route. Le mensonge disant qu'il s'est tué lui-même n'a aucun sens. De plus, nous comprenons maintenant la raison pour laquelle il n'est plus capable de l'attaquer. Le protagoniste le comprend, tandis que Taizui lui dit qu'il peut utiliser son pouvoir pour aider son ami, mais il le fait clairement avec une double intention. Mais comme les filles finissent gravement blessées, c'est la seule option qui lui reste de l'affronter avec ses tentacules, qui lui facilitent beaucoup les choses, lui permettant d'éviter la plupart des attaques. Mais il a besoin que quelqu'un s'occupe d'éliminer le mal. Il comprend ce qui lui est arrivé, mais au nom de son père, il doit lui accorder le repos. Le gardien se relève encore, et alors que le protagoniste va être frappé, son compagnon s'interpose. Sachant où se trouve l'aiguille, il peut éliminer cette trace des fils sans trop d'efforts, et ainsi accorder le repos à son père. Cependant, le deuxième cercueil s'ouvre à nouveau avec quelque chose de tout aussi personnel, car le zombie de l'un des compagnons de son père apparaît, un grand et puissant guerrier, à qui il avoue avoir l'impression de l'avoir déçu. Heureusement, une explosion signale l'arrivée des renforts. Les anciens utilisent des explosifs pour piéger leurs adversaires. Le problème, c'est qu'ils s'échappent facilement. Ils se multiplient tandis que l'on voit qu'ils semblent avoir une haine particulière envers Jingting. Ici, tout le monde utilise les astuces qu'il veut, mais ces morts sont très résistants. Le protagoniste sait qu'il peut utiliser son pouvoir pour briser leur fil, mais ce serait justement jouer le jeu de Tianzui. Donc il ne le fera pas, du moins, il cherchera la faiblesse dans les souvenirs de l'aiguille. Ce qui nous amène à ce type, et dans ses souvenirs, on voit comment, après la mort du grand chef qui les a défendus, il a pris le rôle de père pour Jingting. Il a passé beaucoup de temps à lui apprendre à être un homme bien, à bien faire les choses et surtout à se battre. Mais ici, ses souvenirs sont altérés par la haine qu'il ressent pour le petit. Car des années plus tard, devenu adulte, il a décidé lui-même de le tuer, ainsi que de nombreux guerriers et presque tout le village. Ce qui explique qu'aujourd'hui, il le déteste autant et que les portraits avec son visage soient nommés couverts de malédiction. Mais nous ignorons encore pourquoi cela s'est produit. Et cela devient un nouveau mystère. Qu'est-ce que le jeune gardien voulait vraiment être? Pourquoi tuer autant des siens juste pour être maudit? Et après? Eh bien, ce sera une question pour la deuxième partie de ce donghua, assez intéressant en vérité. Avec une intrigue et un développement très différent du parcours du héros, ou des héros dans ce cas, mais avec une animation assez spectaculaire et des combats animés. 10 sur 10, la série étant en cours de diffusion, je prépare les prochains épisodes pour publier le résumé. Vous pouvez déjà profiter de la série disponible pour patienter et en profiter pleinement. Si je vois beaucoup de soutien dans les commentaires et que vous explosez les likes, je vous apporterai la deuxième partie le plus rapidement possible dès qu'elle sera publiée sur le site. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et en attendant d'avoir plus de chapitres de ce donghua,
Je vous laisse avec une autre de ces histoires, qui honnêtement est très bonne et assez méconnue. C'est ainsi que commence cette histoire, humiliée par les dieux, au point de passer d'un prince respecté à être puni avec une telle brutalité qu'il en a même perdu la vue. Ici, il cherche son frère dans son château. Mais ce n'est rien d'autre qu'un traître qui l'attaque, puisqu'il s'est lui aussi vendu aux dieux. Malgré ses blessures, le boiteux Shao Yun arrache la lance, entamant un combat où l'albinos montre qu'il a du talent. Avec ou sans yeux, après une entaille, son frère Bai lui laisse une seule option. Il fera croire à tous qu'il l'a tué, mais il devra abandonner son nom et le royaume. Le protagoniste prouve qu'il aurait pu le tuer, mais accepte l'accord. Le blond risque des ennuis pour l'avoir épargné, mais hors du royaume, il ne survivra sûrement pas un jour. Pendant que nous voyons comment, il y a des années, Shao Yun incarnait le héros de l'humanité, ayant sauvé tous du démon Qiva, qui renaît tous les 333 ans. Cependant, les dieux ont décidé qu'il péchait contre eux, l'humiliant avec les pires châtiments. On lui a retiré ses titres, il ne lui reste que la lance qu'il a blessée pour survivre. 30 ans plus tard, dans cette communauté pauvre, le vieil homme est désormais craint des villageois. Mais avec ce forgeron comme ami, qui en plus d'améliorer son arme le prévient qu'il y a des bandits qui l'observent, Shao Yun finit dans la forêt, tandis que ses voleurs sont convaincus qu'ils pourront tout prendre à un aveugle. Pour eux, c'est facile, il essaie de les avertir, mais ils le forcent à utiliser un seul mouvement avec lequel il démembre tout le groupe. Ceux qui s'approchent veulent toujours le tuer pour les 50 000 pièces de cuivre mises sur sa tête. Et c'est pour cette raison qu'il a tout un cimetière dans la cour de sa maison. Arrivé pour se reposer, il se retrouve face à une présence si rapide et puissante qu'il croit que son frère lui a enfin trouvé un bon assassin. Cependant, aussi fort soit-il, il ne s'agit que d'un simple enfant qui, en plus, ne fait que jouer avec lui. Pendant qu'il l'enlace, il ne lui prête pas plus d'attention. Durant la nuit, un bandit se sert de l'enfant pour pénétrer dans la maison et prive le vieil homme de ses sens. Et c'est le petit qui, se sentant coupable, finit par le sauver. Le problème, c'est qu'il n'est pas habitué à tuer. Alors le vieil homme prend la responsabilité, le calme un peu, et malgré tout, peu après, il l'emmène avec lui pour enterrer le cadavre. Ici, tous deux comprennent qu'ils sont également exilés par la société. L'enfant abandonné dormant dans les ordures reste avec lui, qui décide de l'appeler Milin. Il lui enseigne progressivement à canaliser le pouvoir et à créer des attaques puissantes. Le vieil homme s'étonne de l'œuvre immense de l'enfant. Pourtant, dès il rentre, et le forgeron lui parle du Qiva. Le démon est réapparu et cela pourrait être l'occasion de le retrouver et de se venger de son frère. Mais la nuit, il comprend que le Qiva existe vraiment car il est dans le corps de Milin. C'est dangereux car il se rappelle qu'au sein de l'Alliance, il fallait éliminer la créature rapidement. Il l'emmène au centre. Était-ce un lac pour le noyer ou c'est ce que cela semblait? Parce que des années plus tard, on voit Milin utiliser justement l'eau comme moyen pour canaliser son chakra, supprimant l'aura de Qiva. Et c'est justement pour cela, dans le ciel. Ils ont du mal à suivre sa trace jusqu'à ce village que personne ne connaît, parce qu'il est très pauvre et en plus il est situé en montagne. Malgré tout, les villageois apprécient le jeune homme, car il travaille et reste le meilleur vendeur de la région. Mais sans le savoir, une épidémie est en train de se répandre dans la région. Le vieil homme demande à Milin de protéger le fruit avec son pouvoir pendant son absence, pour le mettre à l'épreuve. Cependant, alors que le vieil homme rentre, seul Ming Cheng, son unique guerrier fidèle, apparaît. Et c'est lui qui l'avertit de la peste, qui selon les rumeurs serait due au Qiva. Ainsi, chacun a une pierre réagissant près du démon. Donc Xiao Yun doit prévenir le jeune homme. Mais avant, il réalise aussi être infecté. Le chef du village, Yehuya, tente alors de fuir avec ses hommes par la frontière. Il utilise des infectés, c'est pourquoi le vieil homme est enlevé. Il parvient à accomplir la mission, même avec un peu d'aide de cet elfe inconnu. En rentrant chez lui, il ne trouve qu'une marque qui, depuis l'enfance, signifiait un grand danger à fuir. Il va évidemment chercher sa seule famille, les trouvant sur un pont, où Yehuya précise clairement qu'ils doivent en s'enfuir. Si les dieux lançaient une vague d'extermination qui les effacerait tous, le protagoniste veut seulement sauver le vieil homme et défie le chef du village en duel. Un combat éclate, tandis que le vieil homme s'agace à cause de son petit-fils. Il lui rappelle de rester calme sans son chevalier. Et d'autant plus qu'ils sont en train de préparer leur vengeance et de récupérer tout ce qu'on leur a pris. Pendant ce temps, le prota semble être en désavantage face à ce fouet modifié. Et en plus, il essaie d'empêcher que le fruit de son maître soit endommagé. Il comprend que pour gagner, il ne lui faut pas seulement de la puissance, mais aussi savoir clairement ce qu'il veut protéger. Il stoppe la dague à main nue et projette son adversaire contre un rocher avec une décharge d'énergie. Ici, l'albinos accepte la défaite et, selon la loi, cède aussi son peuple et sa forteresse. Mais l'homme ne se soucie que des autres,
tandis que son maître le félicite pour avoir réussi, une force désormais respectée de tous. Plusieurs jours passent, tandis que Gênes, génie technologique, reste obsédé par l'élimination de Quiva. Il connaît toute son anatomie. Pourtant, il est frustré car, malgré tant de guerres, les humains n'ont jamais pu se défendre contre le démon. Il faut donc atteindre la limite pour obtenir une arme. Pourtant, il est curieux que ce type. Soleil infecté, donc pour le forgeron, ce type a trouvé un remède parfait pour Saoyun. Ce type est réputé pour qu'à l'entrée de sa grotte, on entende les plaintes des enfants utilisées dans ses expériences. Ainsi, le vieil homme conseille au chevalier d'empêcher Milin de prendre ce risque. Cependant, ce type n'aime pas trop le protagoniste et le laisse aller le chercher. Il arrive dans une grotte où il est surveillé avec plein de pièges dont il doit se débarrasser grâce à sa grande vitesse, mais il y en a vraiment beaucoup. Il pense mourir jusqu'à ce que son appareil signale la proximité de la grotte. Il n'arrive pas à croire que la créature qu'il cherche depuis 10 ans est si proche, mais littéralement, il fait tout exploser jusqu'à atteindre son laboratoire, lui demandant de sauver son père. Le type est surpris de ressembler à un humain ordinaire et d'être influençable, cherchant juste à aider sa famille. Il le fait asseoir, prélève du sang et, constatant que c'est le Cueva, commence à préparer l'antidote sous ce prétexte. Le protagoniste réalise que l'homme possède un robot très réaliste, même en pleurant. Trompé, il s'assoit sur la chaise, baisse sa garde et se fait piéger avec ce réacteur. Heureusement, Yehu est déjà dehors avec des canons, prouvant sa loyauté envers le protagoniste. Mais le vieil homme sait que ce bandit ordinaire finira un jour par devenir le démon destructeur que tout le monde connaît. S'il doit se sacrifier pour réussir, il fera tout exploser. Milin a d'autres plans. Il tente de sauver le type jusqu'à l'entrée et lui demande de canaliser son pouvoir pour protéger le fruit. Bien qu'il en reste beaucoup, il comprend que l'homme va mourir. Le vieil homme se rappelle avoir fabriqué des armes pour protéger sa famille en détruisant la grotte. Cette obsession l'a poussé à négliger sa fille, qui a été grièvement blessée après une chute. Sa rage de tuer le démon n'a fait qu'augmenter, mais après sa vengeance, il se sent encore plus vide. Parce que les livres n'ont jamais décrit que la caverne avait une personnalité aussi humaine, voire même une famille. Il finit à genoux, tandis que Yehu l'emmène accomplir son travail. Cependant, parmi les décombres, il a pris encore plus de risques pour sauver le corps robotique de la fille. Un geste qui pousse enfin le vieil homme à baisser la tête et à devenir un allié. De retour au village, le protagoniste remarque une inconnue fascinante, tandis que le vieil homme se rétablit. Tout cela grâce à Gênes, qui répand l'antidote dans la région, mais il s'est aussi rendu compte que ce n'était pas à cause de la grotte. Ce virus a été créé par l'homme. Les villages de la montagne doivent s'unir, car une guerre débute ici pour contrôler la région et gagner des alliés. Pendant ce temps, Yehu dirige les troupes, agit avec calcul, attaque de nuit et utilise le terrain à son avantage. Pendant ce temps, le protagoniste ne trouve toujours pas la fille recherchée. Cependant, comme tout cela cause beaucoup de problèmes que des innocents doivent payer. Un jour, il choisit une fille qui attire son attention et dit que c'est elle qu'il cherchait depuis si longtemps. Même en sécurité et nourrie, elle veut désespérément s'échapper. Bien sûr, il ne se passera rien sans son accord. Il veut empêcher ces hommes de prendre d'autres femmes. Alors, après une semaine, il dira qu'elle ne lui plaît plus et elle pourra partir sans problème. En quelques jours, la fille change de regard sur le protagoniste. Surtout le jour de la fête foraine, où pour lui gagner un œuf en cadeau, le gars affronte 2 géants pour voir qui peut soulever le plus de poids. Au début, le protagoniste semble petit, mais possède une endurance incroyable. Malgré tout, la fille s'inquiète, ce qui l'impressionne d'une manière ou d'une autre, seulement pour apprendre ensuite qu'on est déjà en train de préparer leur mariage. Elle croit que c'est l'idée du prota, mais le vieil homme lui rappelle, les villageois ne plaisantent pas. Doit-il prendre la fille au sérieux ou y renoncer? Voici donc le jour du mariage, où la jeune fille arrive prête avec sa robe, quand soudain un homme encapuchonné apparaît pour enlever la mariée. Tous sont inquiets et sur le qui-vive, mais le protagoniste la ramène chez elle. Mais pas avant de lui montrer un paysage où pour la première fois, elle ressent à quel point cet homme est digne de confiance, et quelque chose change pour elle. Alors il prend le bateau et avance un peu, et soudain il se retrouve transporté sur la terre des dieux, où il s'avère que oui, vraiment. C'est la fille aux cheveux bleus que le protagoniste cherchait, camouflée car envoyée pour retrouver le Cueva. Après tout ce qui s'est passé, elle doute, tandis que le protagoniste est triste car le vieil homme ne peut voir ce qu'ils ont vécu. Alors il entend parler d'un tournoi, appelé l'œil de cristal, il sert surtout à trouver le Cueva et peut aussi rendre la vue aux aveugles.
Tout cela pendant un événement organisé par le traître Bai. Ici, le protagoniste arrive au Colisée et lors du contrôle, on l'accuse d'avoir volé l'invitation car seuls les privilégiés peuvent entrer. Mais il est sauvé par le guerrier rencontré lors de son entraînement qui lui dit que le tournoi n'est pas accessible à tous. En effet, le gagnant pourra également prétendre devenir le chef de l'Alliance contre Quiva. Il est évident qu'il a la force pour participer. Et Bai, qui passait par là, le voit même avec son ami Elf, qui est poursuivi avant la compétition. La famille des lions, voulant diriger l'Alliance, tente d'éliminer les plus puissants avant le jeu. Eh bien, le prota va l'aider avec les enseignements que lui a transmis son vieux pendant qu'ils attendent le jour de l'événement. L'elfe atteint la finale contre un type monté et s'étonne qu'on laisse des handicapés y participer. Pour se moquer, l'elfe ne dit rien de plus. Le lion l'emporte en force et en vitesse, en plus le bras de l'elfe tremble. Pourtant, chaque épée se bloque dans une chorégraphie de vrai champion. Et grâce à sa vitesse, l'elfe parvient à égratigner un peu l'œil de son adversaire, qui se remplit de rage. Il active plus de 2 chakras, rendant chaque coup encore plus puissant. Son épée brisée, il n'a plus qu'une attaque, mais surprend en esquivant et en utilisant son bras blessé. Il lui donne un coup de poing chargé d'énergie. Un mur, acculé après avoir perdu. C'était le conseil du protagoniste. Il a supporté toute la douleur de son bras blessé pendant le tournoi, en se battant avec, pour qu'à la fin son adversaire baisse sa garde et qu'il puisse garder cet impact final. Eh bien ici, tout le Colisée le célèbre. Et comme il l'avait convenu, le héros garde l'œil de verre pour l'avoir aidé à gagner. Leurs chemins se séparent à nouveau pendant qu'il fait ses adieux au vieux Bai, sans savoir qu'il a été un traître. Malgré tout, on voit la procédure où ils installent l'œil de verre au vieux. Les premiers jours servent à la récupération. Sa vision reste fragile, mais il est déjà touché par les couleurs. Cependant, ils sont interrompus par une lettre invitant les chefs des villages à conclure l'alliance de toute la montagne lors d'un grand banquet. Ce qui est clairement suspect, mais l'albinos doit y assister, bien sûr, on l'oblige à laisser son arme à l'entrée, pendant que tous les chefs décident qui pourra diriger les autres. Pendant ce temps, Zhu, de façon étrange, est impatient d'être choisi car sa proposition est qu'ils unissent leurs forces pour parvenir à un accord avec l'Alliance, mais pour Zhao Yun, ce n'est pas une bonne idée. Il est évident que tout ira bien les premiers jours, mais ils resteront le jouet des dieux. Ainsi, la plupart des chefs finissent par le considérer comme un collaborateur de l'ennemi. Alors, sentant qu'il est en train de perdre, il sort sa carte maîtresse, révélant à tous que le vieux albinos est le frère du chef de l'Alliance Bai. Ainsi, la haine se retourne et tout le monde le traite d'infiltré. Son frère lui ayant volé le trône, il n'aurait aucune raison de revenir. Ils exigent qu'il prouve sa loyauté en buvant un vin potentiellement empoisonné. Il accepte. Et la plupart des chefs finissent par accepter que, étant si puissant, ce soit lui qui les dirige dans cette grande guerre. Mais en plus, avec la colère qu'il a, Zizou leur dit à tous qu'ils n'ont pas à le suivre et à mettre en danger leur village. Pour quelqu'un ayant grandi avec le Quiva, les chefs, terrifiés par le démon légendaire qui ne sème que le chaos, le contraignent à l'inaction. La panique des autres vient de la crainte d'une punition de l'Alliance. Mais le festin continue comme si de rien n'était. Pendant ce temps, le vieil homme se souvient qu'après l'opération, il ne pouvait pas utiliser son chakra sous peine de mettre son corps en danger. Cependant, en entendant comment il parle mal de celui qui est pratiquement son fils, le vieil homme finit par forcer sur ses yeux, parvenant à voir un peu tout en remplissant ses bras d'énergie. Et bien ici, écrire à tous les chefs des villages dans cette salle et à quiconque s'oppose à sa sortie. Grâce au chaos, Heng et Yehuya étaient prêts à entrer, mais ce n'est pas nécessaire. Ils savent seulement qu'il ne reste plus qu'un chef pour la montagne. Les jours passent ainsi. Milin rentre chez lui, mais doit se préparer car les royaumes frontaliers rassemblent leurs forces et de puissantes armes pour affronter Xiaoyun. Ils sous-estiment leur adversaire, pensant que malgré sa famille importante, ses capacités sont limitées parce qu'il est aveugle et reste avec eux. Est-ce une nouvelle occasion de les éliminer ? Le lendemain, il rencontre le royaume des bêtes, qui, en réalité, ne veut pas s'impliquer dans une guerre qui n'est pas la sienne. Mais puisqu'ils veulent bien s'entendre avec l'Alliance, ils devront faire le sacrifice et en finir le plus vite possible avec le vieux, qui est justement en train de traverser les terres des lions. Ceux-ci leur envoient une lettre disant qu'ils ne sont pas intéressés par la guerre, qu'ils passent le plus vite possible. Cependant, il est clair qu'il s'agit d'un piège pour pouvoir les affaiblir et ensuite leur tendre une embuscade. C'est une épée spéciale qui absorbe les chakras et décuple sa puissance. Ils doivent donc rester vigilants. Ici, Xiaoyun s'évanouit, les forçant à se reposer dans la région. Le vieil homme ne doit pas bouger pendant 7 jours, ni utiliser ses pouvoirs. Rester immobile leur donne un avantage en embuscade, car ils ont assez de provisions pour se défendre et se nourrir.
Ils se retirent lorsqu'ils manquent de nourriture, tandis que leurs alliés veulent engager le combat de front. Après tout, les gens des montagnes ne sont rien d'autre que de faibles bandits. Le Prota prépare déjà des troupes pour attaquer par l'arrière, plaçant ainsi les lions en désavantage. Mais le combat parvient à s'étendre assez longtemps grâce à l'utilisation de canons contre les gens des montagnes. Cependant, la force des Protas l'emporte et ils prennent le reste de la montagne, ne laissant que des adversaires au sol. Arme puissante. Trop fier pour reculer, il finit par faire un carnage. Milin le défie au combat final des guerriers pour éviter d'autres morts. Le duel à l'épée débute à une vitesse fulgurante des deux côtés. Mais la différence d'armes se fait sentir, libérant une aura imprégnée de puissance divine. Malgré tout, le protagoniste progresse, bloque ce qu'il peut, puis, enseveli, il déclenche autre chose et libère les 4 chakras. Ici, son énergie prend une teinte rouge, où son propre corps devient son arme et avec lequel il finit par dominer son adversaire. Avec cet impact massif, eh bien, comme le disent les règles des duels, il doit remettre son arme et se prosterner. Malgré cela, le protagoniste ne voit pas l'intérêt d'une telle humiliation, il sait que ce n'est pas sa façon de faire les choses. Et il ne va pas garder la relique non plus, ce qui laisse le géant confus, cependant il respecte bel et bien sa force. Ainsi, se retrouvant sans honneur et sans but, il décide d'accueillir cette bête parmi les troupes. À la nuit, Milin guérit totalement, mais l'aventure continue. Pour atteindre l'Alliance et enfin affronter les dieux. C'est ici que se termine la première saison de Donwa, qui avait annoncé une deuxième partie pour 2022 dans le dernier épisode, mais celle-ci n'est jamais sortie. Nous devons donc pour l'instant nous contenter de ce Donwa agréable à regarder. Je sens que l'animation faiblit et que l'histoire saute pas mal de scènes qui auraient pu être épiques, mais dans l'ensemble, ça va. Il ne reste plus qu'à en profiter pour ceux qui cherchent quelque chose d'inconnu. 3000 likes pour résumer les préquels, qui sont vraiment anciennes et avec une autre animation. Mais si ça vous intéresse, je vous les apporterai tout de suite. Et comme l'a dit mon père, je vous laisse avec ça.